Monsieur Rodolphe Saadé, je veux vous témoigner ma gratitude. Et pour deux raisons différentes. Premièrement, parce que vous m'avez invité pour que je puisse m'exprimer en toute liberté, ça va de soi. Et je ne manquerai pas, évidemment, d'user de la liberté qui est la mienne. Deuxièmement, parce que vous me permettez de renouer avec quelques amis, de les revoir plus rapidement que prévu. Et quand on a été, comme je l'ai été, avocat pénaliste, naturellement, Marseille est une ville incontournable. Mais je veux rajouter une troisième raison à cette gratitude que j'entends exprimer à cet instant. Je pense, monsieur Rodolphe Saadé, que vous permettez l'expression d'une presse d'information. Ce n'est pas dans les médias que vous contrôlez que l'on dit par exemple que Emmanuel Macron est le pire chef de l'État depuis Clovis. Alors pourquoi Clovis Je n'ai pas de relation directe avec l'auteur de cette formule, mais je note quand même que c'est Pétain inclus. Ce n'est pas sur les médias que vous contrôlez que l'on affirme qu'il y aurait un lien entre les punaises de lit et les migrants, etc., 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 et nous y reviendrons peut-être. Et comme vous m'avez invité pour que je m'exprime librement, c'est moi qui ai choisi le thème, évidemment, des quelques mots que je vais prononcer avant que vous ayez la possibilité de m'interroger sur des sujets qui vous préoccupent. De mon expérience ministérielle, qui a été longue, plus de 4 années, je retire notamment la difficulté que l'on a lorsque l'on est un politique pour faire savoir et faire valoir ce que l'on a fait. Il y a, depuis quelques années, sous l'impulsion sans doute des réseaux sociaux, une appétence pour ce que les journalistes appellent, et la formule n'est pas gracieuse, le putaclic, c'est-à-dire le buzz. Et j'ai remarqué, on en reparlera peut-être, que plus une mesure est consensuelle, plus elle est attendue, et moins elle intéresse. Mais ce qui intéresse, par exemple, durant des semaines et des semaines, c'est quand Gérald Darmanin parle d'ensauvagement, qu'à mon tour je suis interrogé, et qu'avec la sensibilité qui est la mienne, nos volumes lexicaux sont les mêmes, je dis, moi, ce n'est pas un mot que j'aurais utilisé. C'est bien normal, après tout, chacun s'exprime comme il le sent, avec la sensibilité de chacun, et ça fait 4 semaines de polémique. Je ne peux pas inaugurer un établissement pénitentiaire, un tribunal, réformer le tribunal de commerce, je salue monsieur le président du tribunal de commerce, prendre une autre mesure sans que, au point presse, on vienne me dire « mais alors, avec Gérald Darmanin, c'est la guerre, vous n'êtes pas d'accord avec lui, etc. » C'est totalement inutile, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Difficulté encore pour aborder des sujets complexes, parce que la presse, et en particulier les chaînes d'infos continues, nous donnent le tournis. Est-ce que vous avez entendu, et pardon de vous interroger avant que vous puissiez à votre tour m'interroger, une émission, temps long, consacrée à l'état de droit? Voilà une notion, vous interrogez les gens, faire un micro-trottoir, personne ne sait ce que c'est. Et souvent on confond d'ailleurs l'état de droit et le droit. L'état de droit, c'est un certain nombre de règles intangibles qui garantissent l'égalité des citoyens. C'est absolument indispensable. L'état de droit, c'est à notre société ce que l'oxygène est aux poumons et à notre vie. Or, ces notions sont totalement dénaturées et on voit un certain nombre de politiques qui s'engouffrent dans une critique systématique des décisions, celles du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, décisions juridictionnelles, quand ces décisions ne leur conviennent pas.
Je pourrais m'arrêter sur le projet de loi porté par M. Retailleau sur la rétention administrative et vous expliquer par le menu pourquoi le Conseil constitutionnel a sanctionné ce texte. Et il a eu raison de le faire. Mais l'état de droit est considéré aujourd'hui par un certain nombre de nos hommes politiques comme une entrave à ce qu'ils considèrent être un progrès. Et comme notre époque est gourmande de répression, chaque fois que le Conseil constitutionnel, par exemple, fixe un certain nombre de limites et fait son travail, qui est un examen du droit, alors ça donne lieu à polémique. Autre sujet que l'on aborde peu ou que l'on aborde mal, le pseudo-laxisme de la justice, qui est devenu un outil de propagande de l'extrême droite. Elle accrédite l'idée dans nos esprits que, au fond, puisque la justice est laxiste, disent-ils, elle génère de la délinquance. Et la seule façon d'éradiquer la délinquance serait que la justice ne soit plus laxiste. Alors, deux choses. D'abord, la justice est indépendante et il faut qu'elle le demeure. J'ai reçu, lorsque j'étais ministre, des magistrats hongrois qui m'ont expliqué comment M. Orbán les avait asséchés dans leur liberté juridictionnelle. Et moi, je ne veux pas d'un système comme celui-là, très, très clairement. Et puis, toujours sur le laxisme de la justice, les peines qui sont prononcées depuis 20 ans n'ont jamais été aussi sévères. Vous pouvez interroger des avocats pénalistes, des magistrats pénalistes, ils vous le confirmeront. Et d'ailleurs, les chiffres le démontrent, qu'il s'agisse des peines prononcées en correctionnel ou des peines que vous prononcez lorsque vous êtes amené à vous prononcer et à juger devant la cour d'assises, puisque la cour d'assises, c'est le jury populaire, c'est-à-dire vous. Et d'ailleurs, la démonstration de ce que la justice n'est pas laxiste, c'est le nombre de détenus qui avoisine les 90 000. On n'a jamais eu autant de détenus dans notre pays. Donc, premier volet du raisonnement, la justice est laxiste, c'est faux. Et deuxième volet, il suffit de cogner pour éradiquer la délinquance. Mais pardon de vous dire que si c'était vrai, nous le saurions depuis des siècles. Badinter, qui est au Panthéon depuis quelques semaines, se plaisait à dire qu'aucun homme ne commet une infraction avec un code pénal sous le bras. Et je veux encore vous dire à ce sujet, mais c'est mon expérience d'avocat qui parle, que les hommes qui commettent des infractions ont d'abord une certitude, c'est de ne pas se faire prendre. Autre sujet que l'on a un mal fou à aborder, par exemple, les remises des peines, leur utilité. Regardez la polémique, là. Vous avez des tas de commentateurs qui critiquent la décision permettant à un homme, qui certes a été condamné, mais qui n'est résumé qu'à son casier judiciaire, de bénéficier d'une mesure de libération, d'une permission de sortie. Et aucun des commentateurs n'a lu la décision rendue par un magistrat. Personne n'a lu un traître mot du dossier, mais tout le monde y va de son commentaire. Voilà la réalité à laquelle moi j'ai été confronté. Dernier exemple, la justice des mineurs. On a dit, dans beaucoup de médias, que la solution c'était de cogner davantage, de faire en sorte que la majorité pénale soit modifiée dans notre pays. Vous avez des enfants, pour certains d'entre vous. Est-ce qu'un gamin de 16 ans, c'est un adulte? D'ailleurs, d'un point de vue purement neurologique, le cerveau d'un gamin de 16 ans n'est pas fini. Rajoutons à cela la prégnance des réseaux sociaux dans l'esprit des plus jeunes. Le shit et sa consommation, un taux de THC, qui est la substance nocive, 10 fois supérieur à ce qu'elle était dans les années 70. Savez-vous que les jeunes ont accès à la pornographie dès l'âge de 11 ans? Et qu'on ne s'étonne pas ensuite que les jeunes ne fassent plus l'amour. Une statistique vient nous le confirmer. Donc tout ça, ce sont des sujets de réflexion sur lesquels on devrait se poser. Et pardon de vous dire que la première réforme que j'appelle de mes vœux, c'est le temps long. Dans cette époque de radicalité, d'absence de nuances que nous traversons, nous avons besoin de temps long. Où il est le temps long permettant d'expliquer, là, je l'ai fait en quelques mots, de façon sommaire,
les difficultés qui sont offertes et qui se posent, offertes ou contraintes d'ailleurs. Ça n'existe pas. Et moi, j'appelle de mes voeux à ce que les médias réfléchissent à ouvrir les choses et que l'on puisse avoir de véritables émissions de débat avec des vrais professionnels et non pas des experts autoproclamés. Pourquoi j'ai accepté immédiatement l'invitation de M. Rodolphe Saadé? Parce qu'il y a quelques idées que je porte et que j'aimerais mettre dans le débat public. La première de ces idées, c'est plaider pour ce temps long. La deuxième, c'est de réfléchir sur la rectification des fake news. Je suis ministre depuis 15 jours. Je participe à une émission de radio sur Europe 1, appartenant déjà à la presse Bolloré. Et je dis, il y a certes de l'insécurité, j'étais assez bien placé pour le savoir, j'étais 36 ans avocat pénaliste, mais aussi un sentiment d'insécurité, notamment généré par des chaînes d'information continue, voire d'opinion continue. Pardon de vous dire qu'un crime décliné 50 fois par jour, dans nos esprits, ça finit par faire 50 crimes. Eh bien, CNews a délibérément tronqué ma phrase. Et vous avez entendu, forcément vous l'avez entendu, même si vous n'avez pas été attentif, vous avez entendu que pour Éric Dupond-Moretti, il n'y avait qu'un sentiment d'insécurité. Et tout le monde se gaussait. Et la difficulté, la très grande difficulté, c'est que vous ne pouvez pas rectifier le tir, parce que selon le vieil adage journalistique, une fausse information et un démenti finissent par faire deux informations. Et c'est au fond comme si vous remettiez une pièce dans la machine. Récemment, j'ai entendu un commentateur, M. Lebret, avec peut-être le zèle de la jeunesse qui le caractérise, dire à propos de la fille de Nicolas Sarkozy, du président de la République. Elle vient d'avoir 14 ans, et bien figurez-vous, dit-il, que le procureur a requis la déchéance de l'autorité parentale à l'encontre de Sarkozy. C'est bidon, c'est faux. Je lui ai fait un SMS. Il n'a jamais rectifié. Alors, Christine Ockrent, je l'ai entendu il y a quelques jours dire on pourrait dresser une liste des fake news, liste hebdomadaire, mensuelle peut-être. Alors, soit un organisme tel que l'ARCOM pourrait le faire, soit des médias qui sont respectueux de ce que doit être l'information pourraient le faire. Dire voilà, tel jour, telle heure, un tel a dit ça, c'est pas vrai. Ça mettrait peut-être un peu de choses dans le bon ordre. Parce que, bien sûr, la presse, elle est indispensable, c'est un des grands piliers de notre démocratie. La liberté d'expression, bien sûr, elle est extraordinairement importante. Mais quand la liberté d'expression est à ce point dévoyée qu'elle vient affecter notre démocratie et le cœur de notre démocratie, on doit se poser des questions. Pardon de vous dire que ces experts qui racontent à longueur de plateau, de 6h du matin à 6h du soir, et je parle là des médias Bolloré, que les solutions existent, solutions simples, souvent simplistes, et que les imbéciles qui nous gouvernent sont incapables de les mettre en œuvre, dans les esprits les plus fragiles, ça crée un certain nombre de failles totalement délétères pour notre démocratie. Et moi, dans les moments de doute qui ont été les miens, et vous imaginez que j'en ai eu un certain nombre, j'ai eu envie de dire à ces commentateurs, voilà les clés. Mais venez à ma place. Venez. Mais en réalité, le blabla, c'est bien plus confortable que l'action. Donc voilà, le temps long, la façon de corriger les fake news et une réflexion également que l'on devrait conduire sur ce qu'est un journaliste. Le critère aujourd'hui, c'est un critère essentiellement économique. Vous êtes journaliste si vous vivez du journaliste. Quid de la formation ? Quid de l'apprentissage déontologique ? Question ouverte
sur laquelle nous pourrons revenir, mais questions qui se posent véritablement. J'avais rencontré Christophe Deloire, qui avait été le patron de Reporters sans frontières, et le président de la République lui avait confié une mission pour réfléchir sur les fake news, sur l'information, sur le tournant que certains nous imposent. Il est malheureusement décédé. Et moi, je lui avais suggéré, effectivement, qu'on mette en place un organisme, alors lequel, j'en sais rien, je n'ai pas la solution, c'est une idée qui n'est pas aboutie dans mon esprit, mais qui mérite d'être affinée, d'être travaillée, un organisme pour justement que l'on puisse rééquilibrer un peu les choses. Rééquilibrer un peu les choses. Et puis, je vais terminer mon propos en me plaignant d'un phénomène que j'ai connu lorsque j'étais avocat et que j'ai évidemment connu lorsque j'étais ministre. C'est la façon dont on traite la présomption d'innocence. Je ne vais pas égrener ici tous ceux qui ont été brûlés, carbonisés sur le bûcher médiatique et dont nous savons qu'ils ont été ensuite blanchis. Et d'ailleurs, puisque je viens d'évoquer son nom, j'avais proposé à Christophe Deloire de mettre en place un système dans lequel vous consacrez une page à la culpabilité d'un homme. Quand il est acquitté, vous avez l'obligation de lui consacrer le même volume pour que l'information ne passe pas à la trappe. Vous savez tous que j'ai été mis en examen, j'ai été acquitté par la Cour de justice de la République. Et en quelques mots, je vais vous dire comment j'ai dû subir un traitement médiatique qui est indigne. Il y a 30 000 articles qui ont été consacrés à mon affaire. Il y en a une petite dizaine respectueux de ma présomption d'innocence. 4 unes du journal Libération et du journal Le Monde. 3 unes racontant que je suis coupable, encore coupable, toujours coupable, et quelques lignes que l'on peine à voir si l'on n'a pas chaussé ses lunettes pour dire que j'ai été relaxé. Voilà la réalité. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Évidemment que l'on dise que quelqu'un est coupable lorsque la justice a dit qu'il était coupable, même pas de discussion. Mais qu'on méprise à ce point la présomption d'innocence, là encore, au nom du buzz, et une forme de panurgisme journalistique sur lequel il faut être prudent, ben voilà des réflexions qui sont les miennes. Et je ne suis plus ministre, je ne suis pas encore redevenu avocat, je donne quelques conseils, je suis un intermittent du spectacle, mais l'intermittence, ça ne dure jamais. Mais en revanche, je suis et je resterai un citoyen engagé, qui regarde les choses et qui voit l'effondrement de notre démocratie. Alors, ça ne va pas vous rassurer, au contraire, ça va encore plus vous attrister, mais il n'y a pas que la France qui connaît ce désamour-là et ce questionnement démocratique plus que délétère. Toutes les grandes démocraties en sont au même point. Et d'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe dans le monde, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez la place qu'a pris Fox News, on assiste à la même poussée, là. À la même poussée chez nous. C'est la presse Bolloré que je combats parce qu'elle n'est pas une chaîne d'information, elle est une chaîne d'opinion continue. Et pardon de dire, pour terminer mon propos, et ensuite je suis, si j'ose dire, à votre disposition, que l'opinion, ça n'est pas l'information. Et que l'opinion, ça n'est pas la vérité. Alors les exemples, on peut les surmultiplier. Peut-être qu'au décours des questions que vous me poserez, j'en reprendrai quelques-uns pour, si j'ose dire, enfoncer le clou. Mais voilà, en quelques mots, sans doute trop long, ce que d'emblée je souhaitais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
Merci, Monsieur le Ministre. Pour cette première partie, je vous en prie. Vous pointiez du doigt tout à l'heure les commentateurs qui sont souvent à l'origine de ces propos, mais parlons tout simplement du monde politique, issu de partis de gouvernement et qui parfois, sur les mêmes plateaux télé, remettent en question les décisions de l'état de droit dont vous parliez. Récemment, un ancien président de la République placé en détention, incarcéré. Nous en avons entendu beaucoup. Remettre en question cette décision, on peut en débattre, chacun peut avoir son avis, mais là aussi, est-ce que ça ne vient pas participer de cette dynamique? Mais bien sûr, évidemment. D'abord, on va dire 2 mots. Il y a d'abord la condamnation de Marine Le Pen. Là, elle demande à son entourage propre de monter au créneau pour dénoncer un déni de démocratie. Alors, toute petite parenthèse, Madame Le Pen a interjeté appel, elle est donc à nouveau présumée innocente. Ça, c'est l'état de droit qui le garantit. Mais enfin, un certain nombre de ceux qui l'entouraient et qui partageaient le banc d'infamie en correctionnel n'ont pas interjeté appel. C'est-à-dire que ceux-là, pour le coup, ils sont coupables. Bon. Alors ensuite, on s'en est pris nommément à une magistrate, oubliant d'ailleurs que la décision était collégiale, et en disant cette magistrate, elle ne vaut rien, parce qu'elle a eu la faiblesse de concéder un jour qu'elle avait eu la vocation de devenir magistrate parce qu'elle avait vu un reportage consacré à Madame Eva Joly, qui est considérée comme une magistrate de gauche. Elle a d'ailleurs eu des velléités d'entrer en politique du côté des écolos. C'est insupportable, ça. Et d'ailleurs, on s'est même débrouillé pour donner le nom de cette magistrate, et certains ont même trouvé son adresse pour aller physiquement la menacer. Alors là, pour le coup, ce n'est pas l'état de droit. Et je voudrais vous dire que quand on veut devenir président de la République, on devrait se souvenir qu'au rang des fonctions extrêmement importantes et des missions du président de la République, il y a la garantie de l'indépendance de la justice. Nicolas Sarkozy a fait exactement la même chose. Moi, je lui reconnais le droit, évidemment, de ne pas accepter la décision rendue et de pouvoir interjeter appel, ce qu'il a fait. Et il est aussi présumé innocent. Absolument. Mais bien sûr. Sauf que là, c'est allé aussi loin, puisqu'on a mis en cause nommément la présidente du tribunal correctionnel, au motif que 14 ans auparavant, elle avait manifesté. Je rappelle d'ailleurs que les manifs des magistrats à l'époque, c'était parce que Nicolas Sarkozy avait envisagé qu'il y ait une responsabilité personnelle des magistrats et que l'on pourrait, grâce à ce mécanisme qu'il comptait mettre en place, se faire payer, se faire indemniser sur les deniers propres du magistrat. C'est dire si l'indépendance n'était pas garantie. Bon, c'est aussi une décision collégiale. Et moi, je reconnais à Nicolas Sarkozy, comme à n'importe lequel d'entre nous, la possibilité de contester cette décision en disant « en fait, ils se sont trompés ». En droit, ils ont fait une mauvaise analyse, mais sûrement pas en disant « c'est la haine » d'un magistrat qui me conduit là où je suis. D'ailleurs. Mais regrettez-vous que les commentateurs politiques, les politiques eux-mêmes, commandent ces décisions? Mais bien sûr. Et donc ça n'aide pas votre mission. Mais attendez, moi vous avez bien compris que d'abord je ne jette pas l'anathème. Je suis venu ici et j'ai un discours, je l'espère, et j'espère que vous me le concéderez, plutôt réfléchi et plutôt argumenté. Mais évidemment que les politiques jouent de cela et qu'ils en surjouent. D'ailleurs, je note que quand Nicolas Sarkozy a été libéré, il a dit que le droit avait été respecté. Ouf, ouf. Et j'espère pour lui qu'il le sera quand il aura à comparaître, je crois que c'est au mois de mars, c'est ça. Voilà, devant la cour d'appel. Vous savez, bien sûr qu'un juge peut se tromper. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les cours d'appel existent. Mais peut-il haïr ? Moi, je pense que quand on a été président de la République, garant de l'indépendance de la magistrature, on ne peut pas dire à nos concitoyens que la haine d'un juge peut vous emmener là où vous vous trouvez. Parce que sinon, l'état de droit, c'est quoi? C'est aussi, alors parmi les principes, il y en a beaucoup, mais c'est pour ça qu'il faut une émission longue sur l'état de droit. Ce qu'on est en train de faire, en fait. Oui, mais ou quelques articles de presse. Mais voyez-vous, l'état de droit, c'est aussi le fait que la justice vient à un moment apaiser les conflits. Alors, on peut ne pas être d'accord avec une décision, mais prenons un litige entre voisins. Il y a 15 ans que ça chicane. Et à un moment, la justice dit, voilà la solution. Ben,
ne peut plus discuter. On ne doit plus discuter. Quelqu'un est accusé, il est d'abord suspect, il est accusé, il est acquitté, on ne discute plus, il est acquitté. Il est condamné, on ne discute plus, il est condamné, définitivement 100 ans. Ça aussi, ça fait partie des principes de l'état de droit. Mais si on peut remettre en cause la justice dès qu'elle ne vous convient pas, c'est insupportable. Et alors, tous ceux qui sont des justiciables, je vais vous dire, en matière civile, il y a une partie sur deux qui pense qu'elle a été mal jugée. Bah oui, il s'agisse d'un divorce, d'un litige commercial, civil, celui qui a perdu, il dit « je ne suis pas tombé sur des bons juges ». Bon, mais il faut un moment que ça s'arrête. Parce que sinon, sinon, oui, il n'y a plus d'état de droit et chacun reste sur une espèce de logique qui est extraordinairement dangereuse. Je prolonge le propos. Vous avez été ministre, vous l'avez rappelé pendant 4 ans. Est-ce qu'il a été, et je l'entends en creux dans vos propos, difficile d'observer la remise en question de toutes vos décisions, de l'État? On l'a encore vu il y a 10 jours, après ce drame évidemment horrible et l'assassinat de Mehdi Kessassi, où, à droite comme à gauche, en réalité, quel que soit l'échiquier politique, on remettait en question à la fois les mesures de l'État, à la fois les outils qui sont mis en œuvre, considérant, on l'a même lu, d'un côté comme de l'autre, que l'État n'était plus au rendez-vous des quartiers. C'est difficile quand on mène un ministère comme le vôtre, qui est aussi sensible, de considérer que finalement, on a le sentiment qu'on a travaillé pour rien ou pas grand-chose aux yeux des gens, en tout cas aux yeux des politiques. Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Et les politiques peut-être, oui. Je suis pas venu ici pour faire mon bilan. Mais vous avez raison. Quand je dis que le compassionnel a pris toute la place, c'est vrai. Vous évoquez ce drame absolument terrible que Marseille, que la France, bien sûr, viennent de connaître. Donc c'est l'impuissance de l'État et c'est le discours que tient l'opposition, qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait, monsieur. Moi, je me souviens que certains opposants n'ont pas voté les budgets justice, permettant notamment à Marseille de doubler le nombre de magistrats et de greffiers. Ça, ils ne s'en souviennent pas, mais je le dis. Alors, évidemment, c'est facile, c'est Yaka, Faucon, faudrait. Bon, on s'arrête 2 secondes, par exemple. En matière de législation, pour lutter contre le trafic de stupéfiants. D'abord, c'était un délit, puni de 20 ans. Les choses ont été modifiées, c'est devenu un crime. Et quand il est commis en bande organisée, c'est puni de 30 ans devant une juridiction spéciale qui est une cour d'assises spécialement composée. Voilà une modification notable. Ensuite, il y a un certain nombre de textes qui ont été pris, bien sûr, et ce qu'il faut que l'on sache, et il faut que l'on se rende compte de cela, c'est que ce sont les faits, quand ils sont avérés et quand ils se déroulent, hélas, qui permettent à l'État de réagir, pas l'inverse. Je vais vous donner un autre exemple. Dans l'affaire terrible, là aussi, du professeur Samuel Paty, je me suis posé la question avec Gérald Darmanin, il était à Beauvau, j'étais place Vendôme. Pourquoi on n'a pas su judiciariser plus tôt? Pour quelle raison? Parce qu'on n'avait pas de texte. Et on en a pris un. Comment on protège les enseignants, les policiers, et comment on fait en sorte de sanctionner ceux qui vont, j'allais dire, pour schématiser, tourner autour de leur domicile? Il n'y avait pas de texte. On en a pris un. Etc., etc., etc. Alors, c'est tellement facile lorsque un crime se produit, lorsqu'il bouleverse tout le monde, de dire l'État n'a rien fait. Mais moi, je vais vous dire autre chose, monsieur. Je vais aller loin. J'ai retrouvé, vous savez, toute ma liberté. Et ce que je vais vous dire là, je n'aurais jamais pu le dire quand j'étais ministre. Il y a un peu plus de 130, 140, ça dépend des années, féminicides dans notre pays. Nous sommes 68 millions d'habitants. Est-ce que j'ai le droit de dire que par rapport à d'autres pays, nous ne sommes pas les plus mal lotis? Non. Parce que si je dis ça, je dois démissionner dans l'heure. Et si vous me posez la question, on est en interview matinale, un féminicide, hier soir encore, un homme a tué sa femme, etc. Que faites-vous, monsieur le ministre?
qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Que le crime est consubstantiel à l'humanité, ce qui est vrai. Que le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Qu'il y aura toujours des dingos pour cogner, tuer leurs femmes. Les Espagnols qui ont été les précurseurs en la matière, en 2004, ils prennent une grande loi et drastiquement, le nombre de féminicides va baisser. Mais ils sont maintenant sur un plateau. Ils ne réussissent pas à descendre en dessous. Parce que ça existera toujours. Si vous répondez ça, je vais vous dire, vous passez pour un cynique absolu, pour un type qui s'en fout complètement, et vous êtes démissionnaire dans la seconde. Donc, c'est des fois compliqué. Donc ça oblige quoi? Ça vous oblige Ça oblige à ne pas toujours pouvoir dire la vérité. Et ça, c'est une des découvertes que j'ai faites. Moi, je suis devenu ministre, puisque je venais de la société civile. Vous devez apprendre à parler ministre. D'abord parce que vous ne pouvez pas exprimer une idée si elle n'est pas conforme à la ligne du gouvernement auquel vous avez l'honneur d'appartenir. Et puis, sur un certain nombre de sujets, nos compatriotes, ils détestent le mensonge, mais ils détestent la vérité. Et je dis, et j'ai déjà dit à plusieurs reprises, que quand en 2002, Lionel Jospin dit « l'État ne peut pas tout », ce qui est une absolue vérité, il s'est discrédité aux yeux de l'opinion publique. On a aussi une autre difficulté quand on est ministre, c'est probablement le temps réactif immédiat. Parce qu'en réalité, les réseaux sociaux ont aussi changé la donne des médias. Oui. On a les médias traditionnels que nous incarnons. Et certes, il y a des radios, il y a des chaînes d'infos, mais les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ont augmenté le nombre d'interventions. Et puis surtout, tout le monde est un peu journaliste en soi. Est-ce que le président de la République, qui se déplace un peu partout en France pour parler réseaux sociaux dans les régions, a évoqué la régulation aussi des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut en venir à remettre en question la liberté des réseaux sociaux? Oui. Oui, vraiment. De mon point de vue. Je ne suis pas mandaté par le président de la République. J'ai bien compris. Cette réponse, oui. D'abord, des choses ont été faites, puisque vous le savez, la France a présidé l'Union européenne. Oui. Ouais, et dans ce cadre-là, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Je pense notamment au DSA, mais pas que ça. Il y a aussi évidemment une compétence européenne, donc les choses n'étaient pas simples. Le président de la République a exprimé un certain nombre de reprises qu'il fallait évidemment contrôler les réseaux sociaux, ce que l'on essaie de faire en demandant notamment l'identité de ceux qui souhaitent accéder à la pornographie. Et vous avez vu d'ailleurs qu'un certain nombre d'entreprises pornographes sont parties ailleurs parce que ces contraintes les gênent. Moi, j'avais proposé que l'on ne puisse plus vendre de portables à des gamins. Alors, on m'avait rétorqué, certains, dans la discussion que nous avions eue, m'avaient rétorqué que, au fond, ce serait quand même bien facile pour les gamins de se procurer un portable. J'avais dit sans doute, mais l'alcool et le tabac sont interdits aux mineurs. Alors, évidemment, il y a toujours des gamins qui réussissent à passer au travers des gouttes, qui demandent au grand frère d'aller chercher la bouteille ou le paquet de cigarettes, mais pour autant, c'est quand même réducteur. Et puis, on a eu l'exemple de l'Australie. Moi, je suis partisan qu'en deçà d'un certain âge, on ne puisse pas accéder aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, vous voyez, c'est à la fois un merveilleux outil de démocratie participative, mais c'est aussi une poubelle à ciel ouvert. Alors, il y a un grand auteur italien, et pardon, son nom m'échappe à cet instant, qui dit... au fond, on a donné la parole à des millions d'imbéciles qui autrefois ne s'exprimaient qu'au bar, ils ne faisaient de mal à personne. Et oui, c'est vrai. Et le patron disait, bon, écoute Bernard, là, t'as assez bu, il faut que tu rentres à la maison. Hein. Bon. Maintenant, le problème, c'est que le moindre propos, il est recueilli, ramassé, il est emballé et il est diffusé. C'est terrible. Enfin, moi, j'en reçois des tonnes de saloperies sur les réseaux sociaux. Tout le monde se lâche. On est dans une haine absolue. Puis je vais vous dire quelque chose quand même. Sur la délinquance des mineurs, certains se plaisent à dire oui, mais c'est insupportable, la culture de l'excuse. Dans les familles les mieux loties, sociologiquement, culturellement, les ados, ils disposent de plus de 2000 mots. Dans les familles les plus défavorisées, c'est 500 mots. Moi, je vais vous dire quelque chose de tout simple. Après les mots, il y a les coups. Et le mot, dit notamment le linguiste Bentolila, c'est fait pour pacifier les choses.
je marche sur les pieds de M. Rodolphe Salet, je lui dis pardonnez-moi. Mais si je n'ai pas le volume lexical pour lui présenter mes excuses, eh ben, plutôt que de freiner la violence que pourrait susciter mon geste, ça l'accélère. Eh ben, tout ça, c'est à prendre en considération. Et pour vous dire que, oui, ces réseaux sociaux nous ont fait un mal de chien. Enfin, il faut voir les trucs. Et puis le pire, évidemment, c'est que les gamins, ils sont déconnectés de la presse traditionnelle. Moi, je vais vous dire, la presse écrite me plaît parce que la presse écrite, elle nécessite un temps de digestion. On peut ne pas être d'accord. Évidemment, dans une démocratie, c'est bien la moindre des choses. Mais au moins, je lis un papier de fond, je suis incité à la réflexion. Sur les chaînes d'infos, ça va tellement vite. Est-ce qu'on a encore le temps de s'arrêter? C'est pour ça, je le redis, ça fait partie des choses que je mûris depuis longtemps, qu'il nous faut des émissions temps long. Dans une matinale, par exemple, on est parfois dans un rythme mitrailletique. Vous voyez, je me souviens de ce que disait Bourdin. Il disait « Répondez !» Oui, mais je voudrais développer un peu. Et c'est des fois compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a l'émission d'après qui arrive et qui pousse. Et il faut que l'on renoue avec des émissions qui permettent... on ne met pas 50 invités, on met de vrais experts, des gens qui savent, et on permet d'échanger. Moi, j'ai la certitude que ça pourrait et que ça devrait passionner les gens. Dernière question avant de passer la parole à la salle. Non, parfaitement pas. On vous donne du temps long pour répondre. Vous imaginez bien. Je sais bien, mais ici, vous savez, on est très attentif à tout cela, à la Provence et sur l'ensemble des sites du groupe. Une question concernant la liberté. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure. On lit ici ou là qu'on serait dans un pays où toutes les libertés seraient totalement piétinées, dans une espèce de tyrannie. Vous avez lu ça, et quand vous étiez ministre de la Justice, je vous ai souvent entendu, lu, vous énerver de cela. Ça aussi, c'est une autre contrainte quand on est ministre, Premier ministre, chef de l'État, c'est de laisser croire qu'on serait dans un pays à feu et à sang où tout serait remis en question. Oui, on est tellement dans un pays qui ne connaît pas de liberté que mon ami Pascal Praud a passé 1 heure, là, il y a quelques semaines, hein, non, quelques jours, pour se poser la question de savoir si Emmanuel Macron était fou. On est vraiment dans une dictature. Hein. Non, mais puis que tous ces gens-là, je veux dire, aillent faire un tour à l'étranger, vous voyez. Hein, qu'ils aillent faire un tour en Hongrie, chez les amis de Madame Le Pen. Et je vous ai dit que j'avais reçu des magistrats hongrois et qu'ils se plaignent et ils pleurent d'avoir perdu leur liberté juridictionnelle parce que la question de l'indépendance de la justice, elle est cruciale. Bien sûr que l'indépendance a pour corollaire que parfois des décisions sont rendues et qu'elles sont totalement incompréhensibles à nos yeux. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous permettez à l'exécutif d'intervenir, alors vous fracassez la séparation des pouvoirs, évidemment, et on bascule subrepticement sans s'en rendre compte, mais ça n'est pas rien, de la démocratie vers une forme alors au mieux de façon euphémique, on dit de démocratie libérale. En réalité, c'est vers une forme de dictature. Enfin, qui peut dire sérieusement que dans ce pays, on n'est pas libre? Qui peut raconter ça? Sauf des gens qui n'imaginent pas ce qui se passe ailleurs. Merci beaucoup. Des questions dans la salle? Oui, alors un micro juste au fond, dernier rang. Merci Alexandre Pastor, Melting Pot. Merci. Donc Alexandre Pastor, fondateur de l'association Melting Pot. J'ai une question qui est un peu d'actualité, mais qui est quelque chose qui dure depuis longtemps. Comment faire en sorte que les premiers concernés construisent et coopèrent dans les politiques publiques? On l'a vu encore une fois sur la marche blanche malheureuse du décès de Mehdi Kessassi. On a vu très peu de jeunes de quartiers populaires, très peu aussi d'associations présentes à cette marche-là. Et on se pose la question, nous, collectifs qui sont dans les quartiers populaires, de comment on fait en sorte de faire remonter et de prendre en compte comme une expertise le vécu de ces jeunes et le vécu aussi des habitants des quartiers populaires. Monsieur le ministre. Monsieur, je m'y suis rendu à titre personnel, je n'étais mandaté par personne. J'avais demandé préalablement à la famille si vous voyez un inconvénient à ce que je sois là, et je dois dire que
C'était tout le contraire que j'ai entendu. Ils étaient ravis que je vienne. J'ai vu beaucoup de jeunes, moi. Peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité. Moi, j'étais un peu sur le devant. Mais on peut toujours se dire que on aurait pu voir et on aurait espéré voir encore et encore plus de monde. Mais comment on en vient à intéresser tout le monde? Bon, d'abord, je partage votre avis, c'est une cause nationale, à l'évidence. Et c'est un deuil national. Le petit Mehdi, il voulait devenir brigadier de police et sa sœur est colonel de l'armée française, ce qui n'a pas été dit. Et je pense que ça aurait dû fermer quelques bouches venimeuses. On peut espérer quand même que désormais, la lutte contre le narcotrafic est un visage, celui d'Amin Kessassi, et un visage évidemment fédérateur. Bon, le reste, moi, vous savez, je n'ai pas toutes les citations, toutes les solutions, pardon, monsieur. J'essaie de réfléchir comme un citoyen libre que je suis devenu, et si j'avais toutes les clés, évidemment, que je les tournerais dans la bonne serrure pour qu'il y ait encore plus de réprobation et d'unité nationale. Mais là encore, j'ai vu ce que racontaient certains politiques. C'est une cause d'union nationale qui ne devrait pas être utilisée à des fins politiciennes. Quand la petite Lola s'est fait assassiner, dans les heures qui ont suivi à l'Assemblée nationale, Madame Le Pen a mis en cause la politique du gouvernement. La famille avait pourtant demandé, vous vous en souvenez, qu'il n'y ait pas d'utilisation politicienne de ce drame absolu. Et j'ai répondu à Madame Le Pen qu'elle se servait du cercueil de cette petite fille comme d'un marchepied. Ben, ça, c'est pas le signe d'une union nationale. Et moi, je le regrette. Donc les politiques, de façon générale, doivent faire un effort. La population aussi doit s'impliquer. Je note, monsieur, avec effroi, et en même temps je le comprends, que quand on réussit à avoir le témoignage d'un témoin à la télévision, on ne voit que ses mains. Parce que les gens, ils sont terrorisés. Oui, donc il faut aller au-delà de cette peur, etc. Et comment l'État peut essayer de rassurer les gens, de diminuer ce trafic qui nous gangrène? À Marseille, en ce moment, il y a plus de 900 narcotrafiquants détenus et 2000 mises en examen. Doubler le nombre de magistrats, je l'ai dit tout à l'heure. Doubler le nombre de greffiers. On a donné à la justice des moyens supplémentaires. Ça n'est pas suffisant. Celui qui viendrait vous dire « moi j'ai tout fait, c'est super, il n'y a plus rien à rectifier », celui-là serait un démagogue. Un démagogue. Mais c'est en unissant tout ça, monsieur, qu'on peut espérer des changements de paradigme absolument nécessaires. Voilà la réponse assez pauvre, il est vrai, que je me permets de vous apporter. Mais qu'est-ce que ça dit cependant, cette mobilisation pendant la marche blanche de la société française? Gérald Darmanin, dans une interview dans la Provence avec Laurent Nunez, disait « c'est à la société marseillaise de se réveiller ». Est-ce que là aussi, c'est pas un moment de rupture? Parce qu'il y a un sursaut, il y a une prise de conscience, et c'est un peu nouveau quand même. Oui, alors on a parlé de point de bascule. Bon, ces mots, moi, je veux bien les reprendre à mon compte, encore que des points de bascule, on en a eu déjà un certain nombre. L'assassinat du juge Michel est un point de bascule. Absolument. Ouais. La petite Soukaina, c'est un point de bascule. Amra, c'est un point de bascule. À chaque fois, c'est davantage de gravité. Hein. Mais ces événements-là, oui, nous appellent à un réflexe, à une réaction citoyenne, unie, pas dans le chicaya politicien, aller au-delà de nos peurs. Et je le redis encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais Amin Kessassi, de ce point de vue, est un exemple. Enfin, ce gosse, il a 22 ans, il dit « moi, je veux aller au bout d'un processus ». Chapeau bas, vraiment. D'autres interventions dans la salle? D'autres questions? Oui, madame, le micro va venir jusqu'à vous.
Je vous laisse vous présenter, je vous en prie. Oui, Amida Radouani, bonsoir. Monsieur le ministre, une question. Je suis issue du monde des administrateurs et mandataires judiciaires. Je pose une question à vous maintenant qui n'êtes plus ministre. Quelle est votre vision de la profession ? Je vais vous donner une petite info qui, j'espère, n'influencera pas la réponse que vous porterez à cette question. C'est que quand on a appris votre nomination au sein de la profession, on était assez inquiets du fait de votre qualité d'avocat, de votre parcours professionnel. Et finalement, là aussi, j'espère que ça n'influencera pas votre réponse, vous êtes le ministre qu'on a le plus apprécié, qui a le plus apporté à notre profession. Donc maintenant que vous n'êtes plus ministre et que vous êtes libre, vous l'avez répété plusieurs fois ce soir, qu'est-ce que vous pensez du métier d'administrateur et mandataire judiciaire ? Merci. C'est quand même extraordinairement compliqué de mettre de côté ma modestie naturelle après ce que, madame, vous avez eu la gentillesse de me dire. Mais ça me permet de vous dire que quand on devient ministre, surtout quand on vient de la société civile, on a d'abord beaucoup de choses à apprendre. Et moi, de votre profession, je savais peu de choses. Comme je savais peu de choses de la profession notariale ou les huissiers de justice qui sont devenus commissaires de justice ultérieurement. Mais ce sont des professions sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Et merci de dire ce que vous avez dit. Donc d'abord, quand on arrive dans un ministère, il faut se résoudre à travailler et à apprendre. C'est la toute première chose. Bon. Votre question, elle est très technique. Je ne suis pas bien certain que tout le monde soit intéressé, pardon, même si elle est importante, par la profession que vous représentez aujourd'hui. On va dire les choses. Beaucoup de mesures ont été prises et aujourd'hui, vous êtes sur de meilleurs rails qu'autrefois. Donc je pense que l'avenir de votre profession est plutôt radieux et plutôt extrêmement intéressant pour vous. Voilà ce que, sans rentrer dans le détail, je peux vous répondre. Et merci pour tous ces compliments. Parce que c'est rare, quand vous êtes ministre de la Justice, vous n'en recevez pas tous les jours. Hein, mais bon. Hein ? Qu'est-ce que vous avez aimé de la vie politique ? Beaucoup de choses. Principalement ? Bon, d'abord, moi, j'ai la chance, je vais vous parler un peu de moi. Mais là, j'y suis incité parce que les vannes de la modestie sont ouvertes. Mais j'ai la chance d'être un passionné, moi. Donc j'ai été passionné par mon métier d'avocat, vraiment, pendant 36 ans. Quand le président de la République me demande si j'accepterais d'être garde des Sceaux, je lui dis oui, mais très, très, très vite. Oui, tout de suite. Ouais. C'est immédiat. J'ai réfléchi après. Je vous promets que c'est vrai. Ouais. Parce que j'avais été, je suis toujours d'ailleurs critique à l'encontre de l'institution judiciaire. Je lui reconnais beaucoup de qualités, mais je lui reconnais aussi beaucoup de défauts. Bien, ouais. Beaucoup de défauts. Hein. Et j'ai mis en place un certain nombre de mesures, je ne vais pas y revenir, mais qui permettent d'ouvrir ce corps que j'estime d'une certaine façon cadenassé par un corporatisme que j'ai souvent trouvé insupportable. Donc quand le président m'a donné les clés du camion, je me suis dit, mais si je ne monte pas dans le camion, je ne me regarde plus dans une glace. Donc j'ai dit oui, et j'ai été passionné par ce que j'ai fait. Mais passionné. Mettre en place l'IVG dans notre Constitution, le contrat du détenu travailleur, la loi permettant aux homosexuels condamnés avant l'abrogation du délit d'être indemnisés, la loi sur le changement de nom, la justice amiable, dont je suis particulièrement fier, qui permet de réduire les délais. D'ailleurs, la première expérience que l'on est venu constater de visu, comme le font les ministres quand ils se déplacent, c'est à Aix-en-Provence, et c'est une décision marseillaise. On est passé de 4 ans prévisibles à 4 mois. Bon, et un certain nombre d'autres mesures catégorielles pour les personnels pénitentiaires, les embauches de magistrats, etc. etc. J'ai été passionné par ma tâche, même si j'appréhendais, je dois dire que j'étais jamais déçu, la lecture de la presse le matin. Qu'avez-vous le plus détesté ? À part, j'ai compris, d'être sur des plateaux de médias où vous ne souhaitez pas aller. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez... Ce monde-là, qu'est-ce que vous ne regretterez pas ? Le cynisme et la mauvaise foi de certains, vraiment. Vous pourriez remonter dans le camion ? Non, pas dans l'immédiat. Mais alors, écoutez, je me méfie. Ah, mais parce quand on dit pas dans l'immédiat, ça veut dire non, peut-être non, peut-être non, prochainement. Non, moi,
j'ai pas souhaité être ministre pour être ministre. D'abord, si quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron me l'avait demandé, j'aurais dit non. C'est clair. Mhm. Bon. Là, son mandat va s'achever et notre Constitution lui interdit de se représenter. Bon. Si Madame Le Pen est élue présidente de la République, ce que disent certains sondages, il y a fort à parier qu'elle ne me demande pas à moi de devenir son garde des On Sceaux. serait surpris, oui. On serait surpris, moi aussi. Oui. Bon, mais c'est une boutade dans ma bouche parce que j'avais dit, moi, je ne serai jamais ministre. J'avais même dit, Je me souviens. ce serait le bordel. Et enfin, je l'ai dit à une époque où je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'on me le demanderait. Bon, donc voilà, je suis plus prudent parce que chat échaudé craint l'eau froide, mais je pense qu'il y a fort peu de chances ou de risques, je ne sais pas, c'est selon, que je redevienne ministre de la Justice. Moi, j'ai pas voulu faire une carrière politique. J'étais connu avant, je gagnais beaucoup plus d'argent quand j'étais avocat. Quand je suis sorti, je sais ce que j'ai à faire et je suis pas chômeur. Je suis pas un politicien professionnel et pour ne rien vous cacher, si on m'avait proposé un autre ministère, je l'aurais refusé. Bon, voilà. Mais en même temps, parce que j'ai été au cœur de la machine, j'ai envie de dire un certain nombre de choses, ce que je fais ici ce soir, et grâce à vous. Et j'exprime ces choses avec une liberté citoyenne que j'ai retrouvée et que j'apprécie beaucoup. D'autres interventions? Oui, ici. Ah pardon, monsieur, je vous ai vu, monsieur, pardonnez-moi, je vous ai vu, pardon. Allez-y, Oui. monsieur. François Franceschi, bonsoir, monsieur Moretti. Je vais poser la question à l'ancien ministre et au toujours avocat, puisque vous venez d'en faire état, en particulier vis-à-vis d'une échéance qui s'annonce encore pour Nicolas Sarkozy dans les prochains jours. Je voudrais savoir si vous, en tant que ministre et surtout en tant qu'avocat, vous considérez que les écoutes entre un avocat et son client doivent être sacralisées dans notre démocratie. Parce qu'à force de mettre des obstacles à notre liberté, où en sera-t-on dans quelque temps? Monsieur le ministre. Alors, cette question, monsieur, elle ne s'adresse pas à l'ancien ministre, mais à l'ancien avocat. J'ai été, lorsque j'ai appris que l'on avait mis sous écoute Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, son avocat, et tout le monde savait que Thierry était l'avocat de Nicolas Sarkozy. J'ai été tellement choqué par cette mise sous placement d'écoute téléphonique que j'ai initié une perquisition, décidément. Pardon, c'est un lapsus révélateur, mais une pétition, voilà, une pétition qui a recueilli 10 000 signatures. Et parmi ces signatures, des signatures évidemment d'avocats français, mais aussi d'avocats italiens qui étaient outrés par ce mécanisme, des avocats belges, des avocats suisses. Bon. Et je me suis exprimé publiquement sur cette démarche. Ça, qu'il n'y ait pas de confusion, ça concerne une autre affaire. D'accord. Et des recours ont été exercés et la Cour de cassation a définitivement validé la légalité de ces écoutes téléphoniques. Et à partir de ce moment-là, l'état de droit nous impose de considérer que ces écoutes sont légales. Voilà. L'état de droit, ce n'est pas forcément une adhésion, j'allais dire, esthétique. C'est que c'est la position du droit positif. La Cour de cassation a dit, bon, il y a, je crois, un recours qui a été intenté par Nicolas Sarkozy devant la Cour européenne Strasbourg. Franchement, je ne sais pas ce qu'il a donné, je ne sais pas s'il a abouti, je n'en sais strictement rien et nous verrons ce que dira Strasbourg. Merci, monsieur. Vous aviez une question par ici. Oui, Daniel Hurstel, avocat. Bonsoir, monsieur le ministre. Je retiens surtout deux mots dans ce que vous avez dit, enfin deux expressions. Ma question va tourner autour de cela. Le volume lexical et le temps long. Le volume lexical et le temps long, et vous l'avez dit,
ce sont des moyens d'éviter la violence. C'est la nuance, c'est la tolérance, c'est l'écoute de l'autre. Donc c'est fondamental dans une société où la violence est quand même de plus en plus forte. Je ne sais pas s'il y a des libertés, je crois qu'il y a des libertés. En revanche, on peut être d'accord sur le fait que la violence est forte. Alors, qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela? Vous êtes un homme qu'on écoute. Qu'est-ce que vous proposez? Ce soir, vous avez quand même beaucoup donné. Tous les exemples que vous avez donnés tournent, ou presque, tournent autour d'un média que j'écoute peu, mais qui effectivement nourrit la violence. On pourrait, peut-être pour équilibrer, trouver d'autres exemples. Quand les gens disent la police tue, quand, je ne sais plus si c'est le préfet de police, M. Nunez, est obligé de porter plainte, quand l'Algérie nous déclare aujourd'hui qu'il y a 3 grands Français qui sont qui sont vraiment de très bons Français, c'est très choquant. Donc la violence, on pourrait donner beaucoup d'autres exemples qui peut-être équilibreraient. Pour moi, le média que vous visez, il est plus une conséquence qu'une cause. Bon. Et par rapport à cela, même à d'autres endroits, si on quitte le monde de la politique, qui la nourrit beaucoup. Vous parliez de ces gens qui disent il n'y a qu'à. Combien pourrait trouver de ministres parmi ceux qui l'étaient en même temps que vous, qui disent j'aurais pu si on m'en avait donné les moyens, ou M. Borloo qui nous dit il y a des moyens. Donc il n'y a pas que les gens qui sont proches de ce média. Dans les palais de justice, moi je suis de près le dossier Lafarge de ces jours-ci, il y a un déchaînement de haine avant une analyse. Donc cette haine, cette violence, elle est partout. Mais elle est partout. Elle est beaucoup trop présente. Les piétons de Paris pourraient également en témoigner. Donc je reviens, et c'est ça ma question. Posez votre question. Voilà, c'est ça ma question. Le volume lexical, le temps long, on ne pourra pas les décréter. Il faut qu'ils reviennent. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils reviennent? Monsieur le ministre. Le volume lexical, c'est d'abord l'éducation nationale. Bon. C'est ensuite des émissions de télévision. Alors les jeunes la regardent peu, mais plus qualitatives. Si vous pensez que Hanouna, par exemple, enrichit la pensée et l'esprit de nos jeunes, moi je pense que là aussi, vous avez un type qui raconte un jour que... Ah, je vais vous la raconter celle-là, tiens. Il va manger chez une amie comme c'est gratuit, il mange beaucoup, il le dit, et puis il monte dans sa voiture, puis il a envie de déféquer, mais il y a quelques portes, il est sur le périph' avant d'arriver chez lui. Donc il fait ça dans sa voiture. Et il raconte ça en long, en large, en travers. Il manque l'odeur. Et là, vous vous dites, mais il y a je ne sais pas combien de millions de gamins qui voient ce type raconter ça. Et comment c'est possible? Comment on en est arrivé là? Pourquoi on laisse prospérer ça? Pardon. Après, il invite un couple qui avait participé à je ne sais plus quoi, une émission... comment dirais-je, comment on appelle ça là, télé-réalité. Et puis ils ont donné dans la pornographie. Bon, ça a choqué quelques-uns de ces fanzouz. Et il a invité le couple avec leur enfant mineur. Et on a évoqué les turpitudes du couple et on a vu les godemichés utilisés par la mère. Mais comment on en est arrivé là? Alors, vous voyez, de l'éducation nationale, une télévision plus qualitative, les journalistes dont je pense qu'ils doivent être recrutés avec un certain nombre de qualités, dont celle-là, un minimum de culture, etc., sont les écoles de journalistes. Ce n'est pas moi qui vais faire la sélection. Mais pas uniquement le critère économique, car vous le savez, quelqu'un qui vit du journalisme est un journaliste dans notre pays. Donc ça, il faut peut-être modifier les choses. Après, moi, je n'ai pas toutes les solutions. Je vous dis quelles sont les pistes de réflexion. Parce que tout ça, voyez-vous, les modifications, moi que j'appelle de mes voeux, ça passe forcément par un travail collectif, par une réflexion collective. Ça ne peut pas venir d'un seul homme. Moi, je n'ai pas cette prétention. Mais voilà ce que l'on dit sur le volume lexical. Et pour le reste, vous me dites les politiques, j'entends bien. Les mêmes qui sont allés dans l'émission de M. Hanouna, qui appartenait à votre gouvernement, quand même. Mais moi, je n'y ai jamais mis les pieds. Pas vous, monsieur. Mais la réalité, c'est que des politiques, vous parlez d'exemplarité, ont aussi franchi ces lignes. Mais bien sûr, moi, je vais vous dire les choses très clairement.
Je pense que quand vous y allez, c'est ma position, d'autres ont des positions différentes, vous les légitimez. Donc moi, je n'ai jamais mis les pieds ni chez Hanouna, d'ailleurs, il m'a injurié pendant 4 ans. Chez Pro, c'est la même chose. Alors, il dit en permanence, mais qui viennent, mais qui viennent. Donc ça veut dire qu'il y a un travail collectif, c'est ce que vous dites. Oui, mais de l'ensemble. Une réflexion. Ensuite, on y va pas. Mais ça, au fond, c'est presque de l'infiniment subsidiaire. Mais c'est comment on lutte contre ça. Moi, je vous ai donné quelques pistes de réflexion que j'aimerais voir reprises. Le temps long, par exemple, vous me dites le temps long. Mais je ne suis pas patron de chaîne, moi, c'est pas moi qui vais imposer une émission temps long. Mais j'aimerais bien qu'elle existe. Et on aborderait des sujets. Il y a des sujets dont... Enfin, écoutez, j'ai fait en sorte que la justice de notre pays, vous vous en souvenez, soit filmée. C'est un vieux projet, hein. Vieux projet. On avait d'ailleurs envisagé de filmer l'affaire Dominici. C'est vous dire si c'est pas d'aujourd'hui. Mais on s'était confronté à des difficultés techniques parce que notamment les flashs faisaient un tel bruit que ça perturbait les débats. Bon, on a passé évidemment cette période. Moi, j'ai souhaité que la justice soit filmée. Mais pourquoi ? Pour que les Français se rendent compte, par exemple, à quel point c'est difficile de prononcer la peine juste. Parce que là, dans l'IACA Faucon, si on vous montre 3 images insoutenables et qu'on est dans le compassionnel, c'est perpétuité pour tout le monde. Et puis, une fois que la perpétuité pour tout le monde est prononcée, eh ben, on ne veut même pas envisager qu'un type puisse sortir pour aller chercher un boulot. On préfère peut-être qu'il prépare le prochain coup dans le fond de sa cellule. Ben, dans le fond de sa cellule. Tout ça, ça peut se dire, ça peut se développer calmement, etc. Ouais, j'ai même participé à une émission sur Paris Première sans Monsieur Loyal, vous vous souvenez de ça, avec des interlocuteurs politiques dont je ne connaissais pas l'identité, mais pour montrer qu'on peut débattre de façon apaisée et dans le temps long. Et ça nous manque terriblement, parce qu'on est en permanence dans l'anathème et on contraint à choisir. Et dans cette époque de radicalité sans nuance, eh ben, c'est bien compliqué et ça nous fait beaucoup de mal. Un grand merci. Ah non, la dernière question. Alors allez-y, je vous en prie, monsieur. Allez-y. Je vous en prie, monsieur. Monsieur le ministre, votre présence attise évidemment la gourmandise et le plaisir des avocats. Alors, je ne vais pas m'en priver et je souhaite avoir, s'il vous plaît, votre analyse sur la question suivante. Vous avez évoqué un sujet qui nous est très cher, c'est la présomption d'innocence. On est bien d'accord. La présomption d'innocence, ça s'accompagne toujours, de la part de ceux qui la revendiquent, d'un souci de discrétion. Le citoyen souhaite tout de même que cette présomption d'innocence soit couverte par la discrétion qu'elle suppose, qu'elle impose. La discrétion, c'est le contraire de la publicité, c'est le contraire des fracas dont vous avez parlé. Et à ce titre, la liberté de la presse, qui contrarie souvent cette affaire de présomption d'innocence, se nourrit elle-même du secret des sources, de la règle du secret des sources des journalistes. Quelle est votre analyse de la combinaison de ces deux notions, le ministre ? Je suis ravi que vous me posiez la question et je vais vous rappeler quelque chose qui peut-être a pu vous échapper. Je suis à l'Assemblée nationale. Madame Le Pen dépose un amendement. Écoutez bien la teneur de cet amendement, parce que ça fait frémir. Les journalistes qui diffuseraient des informations issus de procès-verbaux couverts par le secret de l'instruction, auxquels, cher monsieur, les journalistes ne sont pas soumis, devraient être condamnés à 2 années d'emprisonnement. Voilà ce qui nous attend si Madame Le Pen est élue. Vous serez mis à la botte et la justice sera tenue comme elle entend la tenir. La présomption d'innocence, vous savez, là aussi, sur une définition toute simple, la présomption d'innocence accessible à tous, c'est attendez une seconde. C'est ça la présomption d'innocence, c'est rien d'autre que ça. Attendez une seconde, n'allez pas trop vite. Voilà, tous ceux dont j'ai parlé, moi je vous ai parlé de mon affaire, mais tous ceux qui ont été acquittés, mais dont on a pourri la vie.
pourrit la vie. Et mieux que ça, au bénéfice de je ne sais quel principe de précaution, quand vous voyez que l'un de nos plus grands musiciens, trompettistes, a bénéficié d'une décision l'exonérant de toute responsabilité et qu'il n'est pas invité au festival de Deauville pour des raisons de précaution, vous dites, mais on marche sur la tête. Et l'état de droit garantit l'efficience et l'efficacité de la présomption d'innocence. Donc ça, vous savez, c'est pas très très compliqué à mettre en œuvre. Il suffit de parler un petit peu moins, il suffit d'être un peu plus prudent. Vous savez, le bon journaliste, souvent je pense à ça, c'est comme le bon président de cour d'assises. En réalité, vous ne savez jamais ce qu'il pense. Et après 3 semaines d'audience, il part délibéré, vous ne savez pas s'il pense coupable ou innocent. Eh bien, un bon journaliste, c'est ça aussi. Il ne s'engage pas personnellement. Bon, il a le droit de le faire, bien sûr, mais là, on bascule de l'information vers l'opinion. Alors, l'équilibre entre les deux, je ne dis pas que c'est simple. Mais moi, je veux attirer votre attention sur le fait que nous vivons une époque qui est une époque difficile et qui aura indubitablement des conséquences sur la façon dont nous vivons ensemble la démocratie. Parce qu'au-delà de ce qui nous oppose, la démocratie, je veux le rappeler, c'est ce qui nous unit. Yves Morel, je vous en prie. Merci. Monsieur le ministre, avant de poser ma question, je voudrais faire une remarque. C'est que si quelqu'un dans la salle connaît le patron de BFM TV, une émission sur le temps long dont l'animation vous serait confiée serait peut-être une bonne idée. Voilà, donc il n'y a plus qu'à signer le contrat. Monsieur le ministre, je voudrais, pour cette question, tout ce n'est après, monsieur le ministre, je voudrais revenir pour cette question au niveau local et à l'actualité. Et je vous demande de considérer qu'elle n'est pas polémique, d'autant que j'ai apprécié et partagé l'essentiel de ce que vous avez dit ce soir, et que je suis par ailleurs très admiratif dans une époque où la loyauté dans la vie politique n'est qu'un lointain souvenir, ou même une maladie du chien non transmissible à l'homme, comme disait un ancien bâtonnier de Marseille. Votre soutien à Emmanuel Macron, dont certains considèrent qu'il relève du masochisme, moi je considère au contraire qu'il vous honore. Ma question est la suivante. Est-ce que, compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière, l'assassinat du frère Kessassi, des éléments récemment apparus sur la corruption à certains niveaux de l'administration pénitentiaire, dans certains cabinets de greffe du juge d'instruction, est-ce que vous considérez finalement, et avec le recul, c'est toujours plus facile avec le recul, que nous sommes en train de perdre la guerre contre le narcotrafic et que les magistrats marseillais qui avaient témoigné en ce sens devant la commission sénatoriale avaient raison? Monsieur le ministre. Non, pas du tout. Et vous savez bien que je ne suis pas d'accord avec leur analyse. D'ailleurs, ça a donné lieu à une polémique parce que quand je suis allé à Marseille, on m'a dit 2 choses. On a perdu la guerre. C'était le jour où, avec le président de la République, nous venions annoncer des renforts et des moyens supplémentaires extrêmement importants. Parce qu'il y a eu, alors qu'on le veuille ou non, un grand plan consacré à Marseille. Et alors le jour où vous venez annoncer des renforts, que vous entendez des magistrats dire, enfin plus exactement, vous avez raison, il l'avait dit devant la commission d'enquête parlementaire, que la guerre est perdue. Moi je pense que quand un général dit que la guerre est perdue, elle est perdue. Voilà. Et deuxièmement, il avait été question, pour que vous sachiez tout, parce que ça n'a pas été dit à l'époque, il avait été question d'affaires qui pourraient concerner des greffiers. Je m'étais renseigné auprès du procureur général qui m'avait dit, mais que nenni, il n'y a pas de ça. Et je leur ai dit, mais en diffusant des nouvelles comme celle-là, vous allez faire en sorte qu'au sein même du tribunal, les gens se regardent en chien de faïence. Voilà aussi pourquoi j'ai poussé un coup de gueule. Ça, c'est la réalité, qui n'a pas été dite. Bon, pour le reste, non, bien sûr que la guerre n'est pas perdue. Je vous ai parlé des modifications législatives, je vous ai parlé du renforcement des moyens, je vous ai parlé des mesures qui sont prises et qui vont l'être. Par exemple, sur les portables. D'abord,
je vais vous dire, il y a un changement de paradigme complet. Autrefois, quand on trouvait un portable, bah, mon Dieu, on laissait faire. Et puis, pour ne rien vous cacher, ça permettait à la police de le zonzonner et d'avoir des renseignements. Quand on voyait un type fumer du shit dans une cellule, on laissait tomber, c'était la paix sociale. Bon. Ensuite, il y a Amra. Là, on réalise un certain nombre de choses. Je vous disais tout à l'heure, ce sont les faits qui nous obligent à transformer notre politique. Seulement, pour les portables, il faut que vous sachiez qu'il y a des écueils technologiques. Au Beaumet, par exemple, on avait un brouilleur qui interdisait aux voisins de téléphoner. Ben, c'est pas rien. Moi, je me souviens, j'ai rencontré une infirmière libérale qui me disait « Mais moi, je ne peux plus passer un coup de fil à mes clients. » Bon. Ensuite, il y a eu la question des portables intégralement en plastique. Intégralement. Indécelables sous le portique. Ensuite, il y a eu la question des fouilles à corps, pour lesquelles la France a été condamnée. Donc, moi, après l'affaire Amra, je réunis toutes les organisations syndicales de la pénitentiaire et on signe un protocole de 30 mesures qui ont toutes été reprises par Gérald Darmanin. Je m'en félicite. Moi, je n'ai pas eu le temps de les mettre en œuvre. Bon. Donc, voilà un certain nombre d'évolutions dont il faut parler. Et comme technologiquement, c'était compliqué, il y a maintenant ces établissements pénitentiaires dont on espère, je suis le premier à l'espérer, ils seront totalement hermétiques en termes de possibles relations téléphoniques. Bon, donc, la guerre n'est pas finie, ça n'est pas vrai. Et nous y mettons les moyens. Et évidemment, notre attention de femmes, d'hommes, de femmes, d'hommes politiques, de responsables, est évidemment attirée par un drame comme celui qu'on vient de vivre à Marseille. Mais ne croyez pas que l'État baisse les bras, c'est pas vrai. Mais maintenant, je peux vous dire que les narcotrafiquants ont un coup d'avance. Oui. Mais c'est comme les voleurs de voitures. Vous voyez les systèmes que l'on met en place maintenant pour éviter que les voitures soient volées. Ces systèmes, ils ont été mis en œuvre après que les voleurs de voitures aient trouvé des systèmes permettant de voler des véhicules. C'est ça l'évolution. Et elle est logique. Et nous avons forcément un moment de retard. Et c'est dans ce moment de retard que les oppositions qui ne proposent rien s'engouffrent pour dire il n'y a qu'à, faut qu'on, fallait, faudrait. Bon, voilà la réalité. Quant à ce que vous avez dit, monsieur, sur la loyauté, moi, je trouve que c'est une vertu. Bon. Et que, comme le dit d'ailleurs lui-même le président de la République, un morceau avalé n'a parfois plus de saveur. Mais que le moment venu, voilà, son bilan sera défendu, et pas que par moi. Et pour vous dire une dernière chose, ma grand-mère disait « On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. » Hein, on en reparle. Dans quelques années, nous en reparlerons. Vous savez, quand Jean Castex a quitté le gouvernement, il a gagné 10 points dans les sondages. Là, vous dites « Mais pourquoi on ne lui a pas filé plus tôt, quoi, quand il était là à la tâche ?» Bon, Jacques Chirac est sorti avec un bilan qui était jugé catastrophique. Il est aujourd'hui considéré comme le meilleur président de la République. Nicolas Sarkozy a perdu dans sa propre famille. François Hollande n'a même pas osé se représenter. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, comme il n'y a plus de limite, hein, et qu'on peut, je l'ai dit tout à l'heure, passer 1 heure à se demander si le président est fou. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez ça. Il y a 20 ans, c'était inconcevable. Enfin, il ne faut quand même pas exagérer. D'autres avaient dit d'ailleurs qu'ils prenaient des psychotropes. Bardella avait dit ça au Salon de l'Agriculture. Bon, peu importe. Mais la réalité, c'est que là aussi, ces réseaux sociaux font que je suis convaincu que le prochain président de la République ne disposera même pas de ce que l'on appelait autrefois l'état de grâce. Ça va durer 15 jours. Après, c'est l'état de disgrâce permanent. Hein. Voilà. Ce vers quoi on va, mais moi, je le déplore. Maintenant, pour le contrat, parce que c'était le 3e volet de votre proposition, ce n'est pas le moment d'en parler. La prochaine fois, peut-être, on aura bien des questions à vous poser. On pourrait encore rester avec vous, tellement c'est passionnant. Plus d'1 heure, mais on va vous laisser là en vous remerciant et en vous applaudissant. Merci beaucoup.